Bonjour, aujourd'hui on va se dégourdir les neurones avec la formule de classe de conjugaison dans le groupe alterné AN, dû aux mathématiciens légendaires Erdős et Turan. Alors d'abord, le prequel, les classes de conjugaison dans SN, je vous rappelle qu'elles sont en bijection avec les partitions de n. Comment on peut partitionner le nombre n? Par exemple, le nombre 8, il peut être partitionné de P de 8 manières, dont par exemple 3 plus 2 plus 2 plus 1. Voilà. Et à cette partition, 3 plus 2 plus 2 plus 1, va correspondre une classe de conjugaison dans S8, la classe de la permutation, qui va se décomposer en cycle à support disjoint. La permutation, 1, 2, 3, ensuite 4, 5, 6, 7 et 8. Alors là, je rajoute artificiellement le 8 qui est un cycle. Généralement, on ne le fait pas. Et ici, vous avez donc 3, 2, 2, 1. Et cette classe de conjugaison est exactement constituée des permutations qui ont cette forme, alors bien sûr pour d'autres nombres ici, mais qui ont cette forme de décomposition. Donc P de n, c'est le nombre de partitions de n, d'accord, comme celle-ci pour 8, et c'est aussi le nombre de classes de conjugaison de Sn. Le problème, c'est que P de n, c'est une fonction difficile d'accès. Il n'y a qu'à voir les travaux de Hardy et Ramanujan pour en donner un équivalent, et ensuite les travaux de Radmacher pour avoir une fonction plus précise qu'un équivalent. Voilà. Donc les nombres de classes de conjugaison dans AN, il ne faut pas rêver. Si déjà c'est extrêmement dur dans SN, alors AN, ça va être difficile. Toutefois, on aura une formule en fonction de la fonction P. Voilà. Qui, elle, est plus mystérieuse, mais a été précisée au XXe siècle. Voilà. Alors la vidéo, elle va se passer en deux temps. Le premier temps, c'est de caractériser les classes de conjugaison de AN, voilà, en fonction des classes de conjugaison de SN, évidemment. Et dans un deuxième temps, on va voir le nombre de classes de conjugaison de AN en fonction de la fonction P. Voilà. Et vous allez voir, c'est pétillant, il y a du croquant et il y a du fondant. Surtout du croquant. Allez, on y va. La première proposition sur la caractérisation, ce qui va tout nous dire sur les classes de conjugaison de AN. Soit sigma dans AN, donc AN, c'est le groupe alterné, le sous-groupe d'indice 2, constitué des permutations de signature paire. Et on a la classe de conjugaison de sigma, on peut la voir dans SN, et la classe de conjugaison de sigma que l'on peut voir dans AN. Eh bien, ce que j'affirme, c'est que le cardinal de cette classe, vu dans Sn, est égal à une ou deux fois la classe dans AN. Donc cette classe-là est soit égale à celle-là, soit deux fois plus grande. Vous avez déjà un exemple intéressant dans S4, où vous avez les trois cycles, d'accord? Eh bien, si vous regardez un trois cycles, deux trois cycles dans S4 sont conjugués, mais dans A4, ils ne sont pas conjugués, forcément. Vous allez avoir la classe de 1, 2, 3, et vous allez avoir la classe de 1, 3, 2. 1, 2, 3 et 1, 3, 2 sont conjugués dans S4, mais ne sont pas conjugués dans A4. Voilà. Bon, juste pour vous fixer les idées. Maintenant, il nous faut un critère pour savoir quand c'est-ce que k égale 1 et quand c'est-ce que k égale 2. Eh bien, le critère est extrêmement simple. K égale 2, si et seulement si la partition de sigma n'a que des impairs distincts. D'accord ? Des impairs, d'accord, et distincts. Voilà. Par exemple, ici, ce n'est pas le cas. Il y a un impair là, il y a un impair là, mais là, il y a un pair. Et en plus de ça, c'est pas distinct. Entre autres, vous voyez que mon exemple marche. Quand on va avoir des trois cycles dans S4, eh bien, trois cycles, il y a un trois cycles, donc 3 c'est impair, et il n'y en a qu'un, donc on peut estimer que les impairs sont distincts. Donc on va avoir une classe dans S4, des trois cycles, qui va être deux fois plus grande que la même classe, mais vue dans A4. Puisque là, ça s'est divisé en deux dans A4. Il y a la classe
de 1, 2, 3 et la classe de 1, 3, 2. Voilà. Bon, on va attaquer la preuve. D'abord des rappels. À sigma, donc, on associe les nombres AK de sigma. C'est la multiplicité pour chaque K du nombre de K-cycles dans la décomposition de sigma. Par exemple, ici, on va avoir A1 de sigma égale 1, A2 de sigma égale 2, A3 de sigma égale 1, et A4 de sigma égale 0. D'accord? Et puis les autres sont tous nuls dans S8, A5, A6, A7, etc., jusqu'à A8. Bien, puisqu'on va prendre K évidemment de 1 à N. On a pour K de 1 à N, voilà, la somme de K à K de sigma égale N, puisque, oui, comme ici, on va avoir 1 fois 1 plus 2 fois 2 plus 3 fois 1, 1 fois 3, ici, est égal à 8. Bon, ça, c'est de la terminologie. Plus intéressant, on a Z sigma, le centralisateur de sigma. Donc sigma est une permutation, et donc on regarde les éléments qui commutent dans Sn avec la permutation. Donc c'est le centralisateur dans Sn. Et on a une formule bien connue qu'on a démontré déjà sur cette chaîne, que vous pouvez trouver beaucoup de choses. Donc tout ça, vous pouvez le trouver dans Histoire hédoniste, le tome 2, hein, de nouvelles histoires hédonistes, de groupes et de géométrie. Eh bien, le centralisateur, ça c'est un sous-groupe, qui est de cardinal, le produit pour tous les cas de factoriel AK de sigma, qu'on vient de définir ici, fois K puissance AK de sigma. C'est une formule assez simple. Alors, pour démontrer ceci, bon, après vous pourrez regarder les références, mais c'est pas trop difficile. Le mieux, c'est d'attaquer le cardinal de la classe de conjugaison de sigma, de mettre des nombres comme ça au hasard, donc il y en a factoriel n, ici, on met une suite de nombres, factoriel n, et ensuite on regarde celles qui correspondent au même élément, et donc il suffit de permuter ici, pour avoir les mêmes éléments, permuter ici, donc quand il y a des multiplicités, ce qui donne ce facteur-là, et de d'écrire, par exemple, 1, 2, 3, bah, c'est pareil que 2, 3, 1, et c'est pareil que 3, 1, 2, ici. Donc, c'est ce qui nous donne ce facteur-là. Bon. Et ensuite, on applique la formule que le cardinal de la classe de conjugaison, on va la voir tout à l'heure, c'est égal au cardinal du groupe total divisé par le cardinal du stabilisateur, qui est le centralisateur Z sigma. Bien, alors, voilà pour les petits rappels que vous pouvez trouver rapidement, et je vous ai rappelé les idées de preuve. Bien. Maintenant, donc ça c'est ce que je disais, la classe de conjugaison, eh bien vous avez Sn qui agit par conjugaison sur la classe de conjugaison, et qui agit transitivement, évidemment, par définition d'une classe de conjugaison, et vous allez avoir que c'est sigma Sn, c'est en cardinal le quotient de Sn par le stabilisateur, et le stabilisateur pour l'action de conjugaison, bah, c'est justement le centralisateur de sigma. Donc on a ça. Maintenant, pareil pour AN, sauf que le groupe qui agit, c'est AN, cette fois-ci, puisqu'on regarde la classe de conjugaison dans AN, et le centralisateur, eh bien, c'est les éléments qui centralisaient déjà Sn, mais qui sont dans AN, puisque c'est AN qui agit, donc c'est Z sigma inter AN. Donc on a, au niveau des cardinaux, un passage au quotient, ici. Alors maintenant, je veux démontrer ceci. Eh bien, je remarque, alors regardez cette suite de morphismes, Z sigma, je l'injecte de façon canonique dans Sn, c'est un sous-groupe, et Sn, je surjecte de façon canonique sur Sn quotienté par An. Donc j'ai un morphisme composé ici, dont le noyau, bah, c'est exactement ici les éléments de Z sigma qui sont dans Sn. Donc on a une injection de Z sigma quotienté par passage au quotient, hein, par Z sigma inter à n,
dans Sn quotienté par An, qui est isomorphe au groupe à deux éléments. Comme il y a deux éléments ici, ça veut dire qu'ici, il y a soit un élément, soit deux éléments. Donc s'il y a un élément, ça veut dire que Z sigma inter AN égale Z sigma. Donc, ce qui veut dire que lui, c'est la moitié de lui, puisque le cardinal de N, c'est la moitié du cardinal de Sn. Donc K égale 2, ici. Voilà. Et si maintenant, ça, c'est le cardinal 2, ça veut dire que lui, c'est la moitié de lui en cardinal. Donc, de là à là, les numérateurs ont été divisés par 2 et les dénominateurs ont été divisés par 2. Donc, 1 partout, la balle au centre. Ça veut dire que K est égal à 1. Voilà. Alors maintenant, quand c'est-ce que K est égal à 2 ? Si et seulement si, on a ça. Et c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire si et seulement si Z sigma est inclus dans AN. Voilà déjà une première caractérisation. Mais cette caractérisation n'est pas assez profonde, il va falloir voir quand c'est-ce que K égale 2, c'est-à-dire quand c'est-ce que Z sigma est inclus dans AN. Eh bien, j'affirme que Z sigma est inclus dans AN si et seulement si la partition de sigma n'a que des impairs distincts. Par exemple, 8, ce serait 5 plus 3, par exemple, vous voyez ? Ou 7 plus 1. Voilà. Ok, alors, allons-y. L'implication. Si on a des impairs distincts, d'accord ? Alors, le cardinal de Z sigma, d'après cette formule, est impair. Parce que ici, on va avoir 1, puisque on aura soit factoriel 0, soit factoriel 1. Donc, dans tous les cas, ça fait 1. Et ici, quand AK est non nul, ça veut dire que K est impair. Donc, ça, c'est impair. D'accord ? Voilà. Maintenant, puisque le sous-groupe est d'ordre impair, si maintenant je prends un taux qui est dans Z sigma, par l'absurde, moins AN, qui ne serait pas dans AN, donc si Z sigma n'était pas inclus dans AN, par l'absurde, alors taux posséderait un K cycle, d'accord, de longueur paire. Parce que si toutes les longueurs étaient impaires, eh bien, forcément, taux serait dans AN. Donc, il posséderait au moins un cycle de longueur paire. Donc, ça veut dire que son ordre, comme l'ordre de taux, c'est le PPCM de tous les ordres des cycles. Mais il aurait un cycle qui serait pair. Donc, ça veut dire que l'ordre de taux serait pair. Et oui, parce que c'est le PPCM. Ah oui. Mais oui, mais c'est pas possible, parce que le théorème de Lagrange dit que l'ordre d'un élément divise l'ordre du groupe, donc on a du pair qui diviserait de l'impair. C'est pas possible. Ok, donc ça, c'est montré. Dans l'autre sens, eh bien, il suffit de montrer que si la partition n'a pas que des impairs distincts, alors on peut exhiber un élément du centre qui n'est pas dans AN, qui est de signature -1. Allons-y. Si la partition n'a pas que des impairs distincts, ça veut dire soit elle a un pair, soit alors elle a des impairs, mais avec multiplicité. Donc supposons dans un premier temps que l'on a dans sigma, dans la décomposition de sigma, en cycle à support disjoint, un cycle pair, eh bien ce cycle pair commute forcément avec sigma, donc il est dans le centralisateur. Or, comme K est pair, eh bien sa signature est impair. Donc voilà, on n'a pas ceci. Très bien. Maintenant, s'il y a une multiplicité de cycles impairs, alors vous allez avoir K impair et vous allez avoir deux cycles comme ça, en produit, qui vont être à l'intérieur de la décomposition de votre sigma. Alors vous vérifiez que le produit de transposition I1, I'1 jusqu'à IK, I'K, il n'est pas dans AN, parce que sa signature c'est -1 puissance K et que K est impair. Et il commute, c'est facile de voir que déjà il va commuter avec ça, et qu'ensuite il commute avec les autres, puisque c'est un support disjoint, donc il commute avec sigma, donc il est bien dans Z sigma. Voilà.
Voilà, on a démontré cette proposition, cette caractérisation, et maintenant on va attaquer dans la combinatoire pure et dure, hein, l'interprétation combinatoire de cette proposition. Alors là, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire la combinatoire des séries génératrices. D'abord, on commence avec la fameuse série génératrice des partitions de n. Je vous rappelle qu'une partition de n, c'est difficile à calculer, mais on a des formules synthétiques qui nous permettent de les avoir toutes. Vous voyez, vous avez une formule, c'est difficile, mais une infinité de formules, c'est plus facile. Ça, c'est la magie de la série génératrice. C'est la série génératrice, c'est la formule à volonté, comme dans les restaurants où on mange beaucoup, un peu gras. Ok. Eh bien, ici, vous avez que la somme, donc la série génératrice des partitions, ici, c'est le produit pour nu supérieur ou égal à 1 de 1 sur 1 moins z nu. Hein, bon, ça doit être bien connu à ce stade. Hein, c'est-à-dire que quand vous allez faire ce produit-là, c'est le produit ici de séries géométriques, d'accord? Et donc quand vous allez prendre le terme en z puissance n dans ce produit-là, ça veut dire que par distributivité, n va être la somme de termes du type S nu. C'est-à-dire que n va se retrouver décomposé en nu avec multiplicité S. Et c'est bien exactement ça, ce qui va compter les partitions. C'est-à-dire le nombre de 1. On aura un 1 à chaque fois qu'on aura une partition de n, et donc on aura P de n, z puissance n. Voilà pour cette série génératrice qu'il faut bien avoir compris pour pouvoir continuer. Maintenant, je vais appeler G de n le nombre de classes de conjugaison de à n. D'accord ? Alors, je dis que c'est G1 de n plus G2 de n. G1 de n, ce sont les classes de conjugaison d'éléments de AN, mais dans Sn, d'accord ? Contrairement à G de n, qui est le nombre de classes de conjugaison d'éléments de AN dans AN. Et maintenant, G de n, c'est G1 de n plus le supplément quand elle se dédouble. Et quand c'est ce qu'elle se dédouble, quand c'est ce qu'elle ne reste pas juste elle-même, eh bien, elle se dédouble quand la partition de n correspondant à la classe de conjugaison est une partition en impair distinct. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la caractérisation. Alors, G2 de n, ça va être assez facile, hein, parce qu'on a tout de suite cette caractérisation par des impairs distincts. Vous allez voir, c'est assez facile. G1 de n, il faut encore le manipuler. Alors, regardez, il faut ici caractériser les éléments de AN par leur partition. C'est-à-dire qu'on va regarder la signature de sigma, mais selon la partition. La partition, elle est donnée par les AK de sigma. Les AK de sigma, c'est le nombre de cycles de longueur K dans sigma. Et donc, epsilon de sigma, c'est moins 1 puissance la somme des K-1 AK de sigma. Puisque chaque cycle a pour signature moins 1 puissance K-1, quand c'est un K-cycle. Et donc, du coup, les signatures, quand on compose les K-cycles, les signatures, elles se multiplient. Donc, on va avoir une somme au niveau des exposants. Bien. Maintenant, somme de K à K sigma, on sait que c'est N. C'est la longueur totale. Donc, c'est moins 1 puissance N, moins sigma de AK sigma. Ce qui veut dire que epsilon de sigma est égal à 1, si et seulement si, ceci est pair. C'est-à-dire si et seulement si, N est congru à la somme des AK. Donc, je pars d'une partition, et cette partition correspond à des multiplicités AK pour chaque K, et donc je veux que la somme des AK soit congrue à N modulo 2. C'est-à-dire, soit la somme des AK soit pair si N est pair, et soit impair si N est impair. Voilà. Maintenant, ça y est, j'arrive à caractériser G1 de N directement en termes de partition. C'est le nombre de partitions de N avec somme de AK congrue à N modulo 2. Ça y est, maintenant je vais pouvoir faire ce que je veux. Qu'est-ce que je veux au fait ? Je veux calculer G de N, c'était ça au départ, en fonction de la fonction P, ici. Voilà. Bon. On va y arriver. Regardez, Erdos,
il est arrivé, hein, et nous, on va suivre gentiment la voie d'Erdos et Turan. Du coup, G de 2n, c'est quoi? Eh bien, je vais regarder le coefficient. Alors ça veut dire, j'ai déjà utilisé sur cette chaîne, ça veut dire le coefficient en Zn de cette expression-là. Eh bien, effectivement, il n'y a pas de multiplicité et c'est que des impairs, donc c'est le produit pour nu supérieur ou égal à 1 de 1 plus de z puissance 2 nu moins 1. Voilà. On a taillé là-dedans. Là, je vais remplacer z par moins z. Et donc, le terme en Zn doit être remplacé par moins 1 puissance n fois le terme que j'aurais eu en remplaçant z par moins z. Ça, c'est logique. Et donc, en changeant z en moins z, comme ici c'est impair, je vais avoir 1 moins z puissance 2 nu moins 1, ce qui fait que ce produit, c'est le produit des 1 moins z nu sur 1 moins z de nu. Parce qu'effectivement, comme c'est un produit infini, je vais avoir disparition des termes pairs, ça va se télescoper, et il va rester que les termes impairs, donc 1 moins z de nu moins 1. Voilà. Et comme j'ai remplacé z par moins z, j'aurai bien ça. Très bien. Mais avec ce moins 1 puissance n. Et maintenant, c'est facile, j'ai toujours moins 1 puissance n, le terme en Zn, et là, différence de 2 carrés, c'est 1 sur 1 plus z puissance nu. Voilà. Je mets ça de côté et j'attaque G1. Alors, maintenant, pour attaquer G1, regardez. J'appelle Pk de n, une petite variante de P de n, donc, c'est le nombre de partitions de n, mais à k part. Ça veut dire en gros que la somme des 1 indices J est égale à k. Voilà. Alors la question c'est, est-ce qu'on est une série génératrice pour les Pk de n? Ben oui, à condition qu'on utilise deux variables maintenant. Une qui va compter les partitions, comme tout à l'heure, et une autre qui va compter le nombre de parts. Donc on va écrire cette série à deux variables, là, pour les Pk de m. M partition, K le nombre de parts, et en fait c'est le produit des 1 sur 1 moins W Z nu, quand nu est supérieur ou égal à 1. Effectivement, par les séries géométriques, ça c'est la somme des W puissance S, Z puissance S nu. Donc ici, on va compter la partition, ça participe à la partition, et ça participe au nombre de parts, puisqu'à chaque fois, on va avoir S parts ici. Voilà, donc nickel, magnifique. Alors, regardez, dans cette formule, si je fais W égale 1, bon, je vais retrouver ceci. Bien sûr. D'accord? Avec la somme de toutes les parts. Mais si je fais W égale moins 1, je vais avoir avec un plus les parts paires et avec un moins les parts impaires. Donc, si je fais la moyenne des deux, la moyenne pour W égale 1 et pour W égale moins 1, eh bien, il va y avoir disparition des termes impairs et juste les termes pairs. De la même manière, si je soustrais et je divise par 2, donc si je fais W égale 1, W égale moins 1, je fais la soustraction, je divise par 2, je fais disparaître les termes pairs. Moralité. G1 de n. On veut que le nombre de parts soit congru à n modulo 2. Donc c'est moins 1 puissance n. Donc la parité, d'accord, la parité du nombre de parts, c'est moins 1 puissance n. Donc quand on va calculer G1 de n, on va regarder le coefficient en z puissance n dans cette série génératrice où on ne retient que les partitions dont le nombre de parts est congru à n modulo 2. Bien. C'est-à-dire, d'après ce qu'on vient de voir, il faut faire la moyenne, 1 demi, et on regarde le terme en z puissance n du produit pour w égale 1
et plus moins 1 puissance n, parce que selon la parité, il faut faire plus ou il faut faire moins, du produit pour W égale moins 1. D'accord? Donc voilà. Ce qui nous fait, regardez, maintenant, on va faire un petit bilan. G de n, c'est égal à quoi? C'est égal à G1 de n plus G2 de n. G1 de n, regardez, ici, on a 1 demi et ce produit, le terme en z puissance n de ce produit, mais ça, c'est Pn, P de n, d'accord, après ça. Donc on a 1 demi de P de n, plus, eh bien on va avoir moins 1 puissance n, 1 demi de ce truc-là, plus G2 de n qui va nous apporter exactement le même terme, une fois, donc moins 1 puissance n, 3 demi, 1 demi plus 1, ça fait 3 demi, de ce terme-là, d'accord, ce produit-là. Et ce produit, on a vu que c'était... Alors, il est plus pratique maintenant, plutôt que de l'écrire comme ça, de l'écrire comme ceci. Voilà un résultat déjà assez satisfaisant, mais on va avoir un résultat final, vous allez voir, qui est assez spectaculaire. Et c'est là qu'on atteint le climax. Regardez, donc je reprends la formule ici, d'accord, qu'on vient de trouver. Et ce que j'avais dit, c'est que on va trouver G de n à partir uniquement de la fonction P. Et pour l'instant, on ne l'a pas encore. On a G de n égale 1 demi de P de n. Et maintenant, il faut encore traduire ça en termes de la fonction P. Alors regardez. Alors c'est facile, parce que vous allez avoir ce produit-là qui va se décomposer en deux facteurs. Un facteur, c'est le produit des 1 sur 1 moins z puissance 2 nu. Et l'autre facteur, c'est le produit des 1 moins z puissance nu. Alors, le premier facteur, c'est simple. Si vous regardez cette formule-là de la série génératrice des partitions de n d'un entier, eh bien, vous avez qu'à remplacer z par z2 pour obtenir ceci. Et donc, ça nous fait la somme des p de m, quand m est positif, de z puissance 2m. Bon, ça c'est évident. Et maintenant, sans plus attendre, la fameuse identité des nombres pentagonaux de l'air. Voilà. Vous pouvez trouver sa preuve sur Wikipédia, si vous tapez identité des nombres pentagonaux. Vous pouvez surtout la trouver dans Histoire hédoniste de groupes et de géométrie de 2015, dans le chapitre 4, si je ne m'abuse, où on montre la formule d'identité binomiale quantique, puis on en déduit le triple produit de Jacobi. Là, c'est un tour de force. Et ensuite, le triple produit de Jacobi, là, c'est un classique, on en déduit l'identité des nombres pentagonaux de l'air. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait le produit des 1 moins z puissance nu, quand nu est plus grand que 1, eh bien, on a une somme, mais attention, hein, cette somme est sur z, donc de moins l'infini et plus l'infini, avec une alternance, et c'est une série génératrice où ici, on a tous les nombres pentagonaux. En fait, 3R2 plus R sur 2, ce sont des nombres pentagonaux. De la même manière que R carré, c'est des carrés, que R facteur de R-1 sur 2, c'est des nombres triangulaires, et bien vous avez aussi des nombres pentagonaux, hein, quand vous avez un côté R et que vous voulez remplir de points entiers un pentagone. Alors vous avez cette formule que dont vous pouvez trouver la preuve sur Wikipédia, ou alors, si vous voulez une approche originale qui utilise vraiment typiquement la combinatoire quantique, vous pouvez le regarder dans le chapitre 4 du tome 2 de 2015. Histoire hédoniste de groupe et de géométrie. Auto-promo. On a, au final, quand on va multiplier ça par ça, pour obtenir ça, donc regardez, 1 demi de P de n, ce qui est bien parce que ça nous permet de comparer, si vous voulez, ça c'est les partitions de Sn, et on divise par 2, et donc ici on va pouvoir avoir un nombre comparatif, et ce nombre comparatif ici, c'est donc 3 demi moins 1 puissance n, et là vous allez avoir, quand vous allez multiplier ça par ça, vous allez avoir la somme pour valeur absolue de R strictement inférieure à racine de n, de moins 1 puissance R, P de n sur 2 moins 3R2 plus R sur 4, voilà,
où R est congru à 2n ou 2n plus 1 modulo 4. Alors, explication, quand vous multipliez, oui, vous allez regarder le terme en Zn là-dedans, d'accord? Donc ici, j'aurais dû mettre le terme en Zn. On cherche le terme en Zn là-dedans, donc ici, ça va être obtenu dès qu'on a 2m plus 3r2 plus r sur 2, ici égale n, voilà, c'est-à-dire m égale n sur 2 moins 3r2 plus r sur 4, c'est ce qu'on a donc ici, d'accord, pour P de m. Là, on a moins 1 puissance r, valeur absolue de r est strictement inférieure à racine de n, c'est ce qui va nous permettre d'avoir que ce nombre-là est strictement positif, ici, hein, donc ça c'est positif, et R congru à 2n ou 2n plus 1 modulo 4, c'est ce qui va permettre d'avoir ceci entier, hein, ça c'est le minimum. Voilà, on a une formule d'Erdos et Turan, grand respect à eux d'avoir trouvé cette formule, et ils ne se sont pas arrêtés là, hein. Je vous conseille de regarder, ils ont écrit un article sur ce nombre de classes de conjugaison que vous pouvez trouver sur internet aussi facilement que ce que j'ai trouvé moi. Voilà, on va s'arrêter là, et ça a été pour moi un immense plaisir de partager une aussi jolie formule.